Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Depuis les années 1990, la situation foncière au Bénin s'est toujours caractérisée par une insécurité tant en milieu rural qu'en milieu urbain et une forte spéculation, notamment en milieu périurbain. Mais depuis quelques années maintenant, plusieurs initiatives ont été entreprises pour réformer le système foncier au Bénin. On en parle ce soir dans l'entretien avec notre invité, un géomètre expert agréé, Komlan Degla Martial Abobo. Bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Merci d'être là. C'est plutôt moi. Alors, dites-nous, monsieur Abobo, pourquoi est-ce que la question foncière est une préoccupation fondamentale, aussi bien pour les populations que pour les autorités administratives? Merci, monsieur le journaliste. Lorsque nous parlons de foncier, il y a le foncier en milieu rural, Oui. et le foncier, on peut dire en milieu, vous avez parlé de périurbain, mais en milieu urbain. Alors, c'est une question cruciale parce qu'elle est d'abord transversale. Et la terre accueille tous les projets de développement. C'est ça. Tout se construit sur la terre, comme j'ai l'habitude de le dire. À partir de cet instant, vous convenez avec moi qu'elle est au centre, au cœur du développement. Absolument. Et par conséquent, suscite assez d'engouement et d'appétit. D'où l'attachement du Béninois en général à la terre. À la terre. Alors, si on devrait faire aujourd'hui l'état des lieux dans le secteur du foncier au Bénin, quel devrait être? Le foncier au Bénin, comme j'ai l'habitude de le dire, fait partie des enfants pauvres de la République. Des enfants abandonnés entre griffes. Oui. Parce que vous voyez, dans d'autres secteurs, les gouvernants qui se sont succédés ont pris le soin d'organiser, Le secteur. de prendre les lois nécessaires, les dispositions nécessaires pour que les choses se passent bien. Mais dans le foncier, et après la colonisation, depuis que nous-mêmes avons pris en charge les questions foncières, Oui. les gouvernants passent, les autorités passent, mais ne se préoccupent jamais sérieusement Comme il faut, des quoi. problèmes fonciers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons différentes sortes de conflits domaniaux qui sont liés aux différentes pratiques, aux normes et presque inexistantes dans la gestion du foncier, la légèreté dans la gestion du foncier. Et parfois, on est à la barbe des autorités sans que personne ne puisse prendre ses responsabilités. En gros, le foncier se porte très mal. Le foncier a besoin d'être pris au sérieux par les autorités. Légiférer, c'est une chose. La mise en œuvre, c'en est une autre. Mais justement, légiférer, c'est une chose. Aujourd'hui, on n'est pas dans le système foncier, ce n'est pas les tests qui manquent. Donc, c'est la mise en œuvre de ces tests-là qui pose problème. Depuis 60, on avait déjà des tests qui régissent, par exemple, la délivrance du permis d'habiter. En 65, nous avons les tests qui régissaient, jusqu'à une date récente, l'immatriculation des immeubles et la délivrance du titre foncier. Et pourtant, les déviances sont énormes à cette heure. Alors, l'accès au foncier pose problème. Est-ce parce que la terre appartient à l'État, comme on le dit de façon vulgaire? La terre appartient à l'État et donc l'État a forcément un droit de regard et doit s'intéresser Pourquoi est-ce que l'accès au foncier pose problème? Les terres devraient appartenir à l'État. Comme j'allais dire, pratiquement, de façon pratique, les terres devraient appartenir à l'État. Théoriquement, ça se dit, les terres appartiennent à l'État, mais dans la pratique, les terres sont abandonnées au profit des citoyens, au profit des populations qui se battent et qui se débrouillent, comme on dit, pour avoir accès à la terre. Et l'État, en réalité, devrait être le seul pourvoyeur, C'est ça. celui-là, qui cède la terre aux citoyens particuliers. Et donc, s'il accède à la terre, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, pose problème aujourd'hui. Et je n'ai pas envie de dire que c'est la démission de l'État, mais c'est parce que l'État n'a pas su prendre en main ce qui lui revient de droit. Et c'est à cause de cela que aujourd'hui on assiste à des litiges domaniaux un peu partout. Oui, dès lors que l'État permet que la négociation se fasse
entre deux individus pour l'acquisition d'une terre, quand bien même la loi, le code foncier domanial encadre aujourd'hui cette acquisition. C'est-à-dire que c'est vrai que nous sommes dans la phase transitoire, mais en principe, pour acquérir une terre en milieu urbain, vous devez, la terre doit être immatriculée, doit être dotée d'un titre foncier. Alors, l'autre pan de ce volet-là, c'est la coexistence de deux régimes juridiques qui encadrent la terre. Lesquels? Vous savez, il y a le régime coutumier et le régime du droit moderne. Et le coutumier, comme vous le savez, c'est les dons, c'est legs, l'héritage, où les preuves sont souvent absentes. Et quand l'administration s'en mêle et donne des droits à des supposés propriétaires terriens qui disent que c'est moi, et bon, c'est mon arrière-grand-père et tout et quand l'administration s'en mêle et que des décisions de justice sont prises pour conforter cela, dans ce mélange, alors que de l'autre côté, vous avez des gens qui détiennent des titres de propriété dans le droit moderne sur ces mêmes domaines, ce mélange complique l'accès à la terre. Alors, on dit aussi vulgairement que la terre appartient aux premiers occupants. Cela veut dire que si c'est un espace vide qui n'est pas du tout habité et que je m'installe, je peux estimer être propriétaire de cet espace-là. Je ne suis pas adepte de ce concept-là, parce que tout que c'est trop facile pour avoir vécu illégalement quelque part pendant une durée. C'est vrai que dans le droit, en milieu urbain, on parle de prescription décennale, trentenale et tout. Et lorsque vous apportez la preuve d'une jouissance continue paisible pendant plus de 10 ans, ça s'assimile à un titre de propriété. Et en milieu rural, on parle d'appropriation première. Et je crois que c'est des considérations qui, au regard du code foncier, exigent quand même que cela soit conforté par le droit moderne, notamment le titre de propriété, le titre foncier. Et donc, cette approche-là ne permet pas réellement de décanter ou de mettre la lumière sur le foncier. Vous pouvez avoir vécu pendant 10 ans, alors que nous savons qu'un autre a la possibilité de détenir des actes de propriété de foncier sur le même domaine. Alors, face à ces deux cas, qui sont régis par la loi, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où le juge intervient et situe les responsabilités et tranche. Vous voyez que lorsque la décision de justice intervient, encore que le code foncier l'identifie à un titre foncier, vous voyez le mélange là ne permet pas réellement d'accéder aisément à la terre. Alors, quand il est arrivé dans ce pays que l'État exproprie des populations qui se sont installées sur certaines terres au motif d'exploitation, est-ce que c'est normal? Est-ce que cela respecte les règles en matière de code foncier domanial? Oui, l'expropriation pour cause d'utilité publique est prévue par la loi. Les lois qui existaient en matière, qui réglementaient l'arrêté, qui réglementaient les lotissements bénins, les différents tests en matière d'urbanisme avaient prévu les modes d'expropriation, les procédures par lesquelles on peut exproprier les citoyens. Ça a été repris dans le nouveau code foncier. On peut exproprier pour cause d'utilité publique, ce n'est pas exclu. Mais là, il faut respecter les tests. Et c'est encore l'occasion de reconnaître que la norme, ce n'est pas d'exproprier. La norme, c'est d'anticiper par des documents de planification clairs. À savoir que l'État devrait anticiper, se doter de cette terre-là, élaborer les différents documents, à savoir le schéma directeur de la ville, les différents documents d'urbanisme. Et ça doit être clairement reconnu déjà à travers ces documents qui ont force de loi que tel domaine est destiné à telle infrastructure. Il faut projeter la ville. Et il faut projeter la ville sur un certain nombre, parce qu'un schéma directeur, c'est sûr, à l'horizon au moins 10 ans. Lorsque vous projetez une ville comme ça, vous n'avez plus besoin
d'exproprier avant de réaliser les infrastructures. Mais on laisse faire, après on veut exproprier. Je pense que, quand bien la loi a prévu, il faut qu'on réfléchisse autrement pour projeter les villes. Alors justement, cela m'amène à poser cette problématique. Vous avez certainement suivi l'actualité ces derniers jours où, dans certaines communes du Bénin, on a décidé de reprendre les réserves administratives. Et cela pose problème parce que ce sont des endroits où des populations se sont installées des années durant. Et ces populations-là, aujourd'hui, se retrouvent presque à laisser ces parcelles-là au motif que ce sont des réserves administratives. Bon, l'État s'est vu à un moment donné obligé de reprendre, de revoir un peu ces domaines-là parce que le président, le régime du président Patrice Talon, oui. Et comme vous le savez, a doté donc le Bénin d'un programme ambitieux à travers le PAG. Oui. Et dans son déroulement, comme je vous ai dit en début d'émission, tout se fait sur la terre. Il faut bien qu'il ait des espaces pour le faire. Je suis d'accord, c'est ces réflexions certainement qui ont amené à ces solutions-là. Mais là, il faut faire attention. Et quand on parle de réserve administrative, aujourd'hui, c'est un terme qui est utilisé par aussi bien les gouvernants, les maires et autres. Mais au point de vue technique, d'abord, réserve administrative n'existe dans aucune nomenclature en matière foncière, dans aucun lexique juridique. Okay. C'est né de la pratique. Ah d'accord, ok. Né de la pratique, où lorsque le MANI veut projeter un plan de lotissement, il faut bien qu'il prévoie des espaces pour recevoir et ultérieurement les infrastructures qui permettent de viabiliser la zone lotie. Et parce qu'une ville, ça fonctionne. Et ça ne fonctionne que par les infrastructures appropriées, adéquates. C'est pour ça que des domaines sont prévus pour abriter ces infrastructures. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant des années? Et on prévoit les domaines là, les domaines pour abriter ces infrastructures, c'est ça qu'on appelle réserve administrative. Mais par la force des choses, on ne tient pas compte du droit de ces présumés propriétaires. Parce que c'est des gens qui avaient acquis ces domaines-là au départ. Et qui, c'est vrai, l'État est souverain, on veut utiliser pour une infrastructure, vous devez, et même le code foncier et la loi, la Constitution l'a reconnu, le droit à la propriété, il est inviolable, il est sacré. Vous devez idéalement lui attribuer une autre parcelle. Mais on est parfois dans des cas où des gens ne sont jamais 10 ans, 20 ans après, ne savent pas où. On dit, bon, votre parcelle, il y a une école qu'on va construire là, mais ils ne savent jamais où ils vont rester. Et je suis par ailleurs directeur adjoint des affaires, je dis que du foncier à la mairie de Cotonou. Ces cas sont légion. Et donc, avant de constituer des réserves, on doit s'assurer qu'aucun droit n'est lésé. Mais nous avons des cas où les réserves sont constituées, mais des gens brandissent toujours des documents. Donc, on devrait, c'est quand tout ça est réglé, que les réserves ont tout le sens. Maintenant, la loi a également prévu la procédure par laquelle on peut être amené à morceler ces réserves-là. Il faut passer par un déclassement, une enquête d'utilité publique, ainsi de suite. Par le passé, ça a été fait. Et quand on parle de morcellement de réserves, ce n'est pas que les communes. Ça existait même avant les communes. Autant des circonscriptions, autant des sous-préfectures et autres, qui émanaient directement du pouvoir central. Qui ont morcelé le montant des répertoires, c'est mis, morcellement de terres réserves, qui sont faits depuis plus de 20 ans, 30 ans. Depuis plus de 30 ans, pour régler des problèmes. Maintenant, ce qui se fait aujourd'hui, il y a deux volets. Le premier volet, le morcellement d'une réserve est abusif. C'est-à-dire que sans aucune procédure, sans aucune raison, les gens morcelés peut-être ont vendu et tout. Ça, c'est abusif. L'État peut reprendre ces domaines-là. Mais quand l'État... Dans les cas où les procédures ont été respectées, il y a des bonnes raisons de le faire. Là, il faut faire attention pour ne pas violer, parce que des gens ont dû, entre-temps, se faire délivrer des titres de propriété. Il faut faire attention pour ne pas tomber, se faire face à des procédures judiciaires dans ce domaine-là. Alors, dans le cas où ça a été morcelé abusivement, comme vous l'avez évoqué tantôt, ce sont les populations qui abritent ces endroits-là qui sont lésées. Oui, c'est elles qui sont malheureusement lésées. Et dans le cas normal, on devrait, même si ces populations sont lésées, on devrait quand même penser à les reloger ailleurs. On ne peut pas les laisser dormir à la belle étoile. En principe, puisque dans le temps, même si la procédure a été biaisée, ils ont eu le temps de détenir de l'administration
Voilà. des actes présomptifs de droit de propriété. En ce moment, la responsabilité incombe à qui? Parce que à l'État directement ou à ses pouvoirs décentralisés, comme entre-temps vous parlez de la préfecture, aujourd'hui des communes, la responsabilité incombe à qui? Moi, je pense logiquement que lorsque c'est le pouvoir central qui le fait, à travers ses démembrements, on peut dire la préfecture ou autre qui le fait, et je crois que la responsabilité impose à l'État. Mais si c'est un maire qui se lève pour le faire, c'est sous sa responsabilité. Alors aujourd'hui, on sait que depuis quelques années maintenant, le système foncier du Bénin est en train d'être réformé. Comme je le disais, il y a plusieurs initiatives qui sont prises quand même pour que le foncier aujourd'hui ne soit plus ce qu'il était. Aujourd'hui, nous avons le cadastre national qui est en train d'être mis. Comment est-ce que vous appréciez un peu toutes ces réformes-là dans le secteur du foncier? Moi, je trouve personnellement qu'il y a trop d'acteurs autour du foncier. Trop d'acteurs. Trop d'acteurs pour rien. Et chacun reste dans son coin, ou alors un groupuscule d'acteurs se retrouve, produit des lois et en ne tenant pas compte des autres. D'abord, dans le domaine du foncier, il y a plusieurs structures qui interviennent. Ça, ce n'est pas normal. Vous verrez l'hygiène a des missions régaliennes, c'est vrai. Il y a le ministère du cadre de vie qui intervient à travers une direction, la préfecture, les mairies, l'ANDF. Mais toutes ces structures-là sont d'une façon ou d'une autre impliquées quand même dans le foncier. Elles sont impliquées, mais il y a une disparité de l'information foncière. Vous savez, la gestion du foncier, c'est d'abord l'information, la mise à disposition de l'information foncière fiable. Je dis fiable parce qu'une information qui est désuète ne sert plus à rien. Elle est à la limite très dangereuse. Et c'est pour ça que il faut travailler à ce que les efforts se fédèrent, c'est-à-dire les différents acteurs se retrouvent dans le même critère. Et pour réfléchir à tous les pans et tous les aspects du foncier. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas le moment de légiférer. Les textes sont là, mais comment les mettre en œuvre? Il faut que tous les acteurs parlent d'une même voix et que nous en arrivions, au-delà des mairies, à avoir une structure unique pour la gestion du foncier. Alors, le rôle qui est dévolu quand même à l'ANDF entre un peu dans ce sens-là, dans ce cadre-là. L'ANDF, pas totalement. L'ANDF, à moins qu'on me démentisse, est essentiellement là pour l'immatriculation des immeubles et, comme l'avait dit tout à l'heure, la mise en place du cadastre national. Encore que moi, personnellement, à ce niveau, je trouve que on ne saurait aller à un cadastre national sans mettre en place les cadastres locaux. Les cadastres locaux, c'est les cadastres qui pourraient exister dans les communes. Parce que vous voyez, si on est amené à aller à la décentralisation, c'est pour être plus proche des populations. Et c'est les communes qui sont plus proches des populations, qui savent quand est-ce qu'une parcelle a subi de mutation, quand est-ce qu'on a divisé une parcelle en deux, et alors qu'elle était en un seul tenant, toutes ces modifications-là. Mais tout cela pourrait s'expliquer par le fait aussi que, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'acteurs dans le système du foncier aujourd'hui, ce qui fait que parfois, on n'a pas un regard global sur ce qui se fait dans le secteur. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on aille à une gestion unique, c'est-à-dire à la mise en place d'un système unique. Mais si on doit y aller, qui seraient les acteurs qui vont intervenir à cette gestion unique? Les acteurs du foncier sont connus. Nous avons les notaires, les avocats, les géomètres, experts et les responsables, les différents au niveau de l'administration et l'ANDF, l'hygiène. J'évite, je profite pour demander, solliciter qu'il y ait une assise nationale sur le foncier. Sur le foncier. Une assise nationale sur le foncier. Oui. C'est une question majeure que vous évoquez. Qui regroupe les acteurs, les vrais acteurs, les praticiens, ceux qui sont dans l'opérationnel, pas les théoriciens. Et pour penser, aborder les différents comportements, les difficultés, les problèmes qui jalonnent la gestion du foncier au quotidien, et apporter des solutions pratiques, pas des solutions théoriques. Nous allons revenir aux solutions d'ici quelques minutes, mais avant, on va aborder un peu cet arrêté ministériel que vous avez certainement suivi du ministre de l'économie et des finances qui fixe le seuil du prix du mètre carré en République du Bénin. Cet arrêté a suscité moult commentaires et jusqu'à présent, les gens se posent toujours la question de savoir que revêt cet arrêté concrètement.
Vous avez eu l'occasion de recevoir ici sur votre plateau déjà mon confrère Hazim Bertrand, que je salue au passage, qui a eu l'occasion d'expliquer avec l'éloquence qu'il faut. Comment dire, les tenants et les aboutissants de cet arrêté, qui vise essentiellement à éviter les mauvaises déclarations, les fausses déclarations. Et donc, c'est une orientation. L'arrêté est juste une orientation, une indication du prix minimal de vente de parcelles par zone. Parce que les taxes sont appliquées par rapport au prix de vente. C'est ça. Et pour éviter que les gens disent, je n'ai pas vendu à ce montant, on a dit, bon, on s'attend à cette zone à un prix minimal de vente de la parcelle, d'une parcelle de 500 mètres carrés. Et donc, idéalement, l'État calcule ses taxes sur cette base-là. Que vous veuillez dire, je n'ai pas vendu à ce montant, l'État sait dire à quoi ça tenir au regard de cet arrêté. Si vous vendez moins, c'est que c'est vous qui perdez. Et là, je salue le leadership du président Talon, qui a vu juste en comprenant que le développement se fait par soi-même. On ne peut pas développer le Bénin sans les Béninois, et ça ne peut que passer par les impôts. On réalise des infrastructures qui donnent de la valeur à vos biens fonciers, à vos biens immeubles, mais en contrepartie, vous donnez quoi? Il faut bien que vous payiez pour quelque chose. Absolument. Voilà. Et justement, aujourd'hui, beaucoup se posent la question, dans des zones où on sait que la terre n'a pas le même prix d'une zone à une autre. Quand on prend la zone de la Raie-Vive, par exemple, les parcelles qui seront vendues là n'auront pas le même prix que quand on va un peu plus loin, peut-être vers des zones plus reculées de la ville de Cotonou. Et en ce moment-là, les populations, en termes de sensibilisation, est-ce qu'ils sont informés de ce qu'il y a des prix tout au moins seuil qu'il faut appliquer? Bon, l'arrêté est pris, nul n'est censé ignorer la loi. Dès que l'arrêté est pris, c'est une force de loi. Et chacun devrait se l'approprier ou se référer à des sachants pour chercher à comprendre ce qui est dit dans l'arrêté, pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Je pense que c'est... Maintenant, le ministère des Finances peut décider d'organiser une tournée de sensibilisation, d'explication, et en lien avec les mairies. Les mairies, pour mieux expliquer. Pour mieux expliquer et pour que les populations comprennent que ce n'est pas fait contre eux. C'est ça, parce que beaucoup pensent que ce n'est pas dirigé contre elles, c'est plutôt pour le développement des différentes localités du Bénin. Parce que même si ce n'est pas fait maintenant, ce sera fait après. Ils ont besoin, que lorsque vous êtes installé sur votre parcelle, vous avez besoin d'avoir des voies d'accès faciles. Absolument. Vous avez besoin des infrastructures scolaires, et sportives et autres, sanitaires. On peut pas commencer, on peut pas tout le temps aller demander à... Il faut commencer à payer le prix. Il faut commencer à payer le prix. Alors, mais là, être exigeant, parce que vous payez le prix, mais il faut suivre, il faut dire à l'État, mais je paye, mais... C'est ça. Voilà. Ce à quoi je m'attends, il faut que je l'aie. Absolument. Alors, on parlait, vous évoquiez tantôt ce qu'il faut faire dans le secteur pour rendre le secteur du foncier au Bénin aujourd'hui un peu plus performant. Oui. J'ai parlé tantôt d'Assise nationale sur le foncier, qui réunit les vrais acteurs. Ça doit déboucher sur des recommandations claires à mettre en œuvre. Et il faut réduire le nombre de structures intervenant dans le foncier. Créer une structure unique et lui doter des moyens. Les moyens humains, les ressources nécessaires, ressources humaines, financières, matérielles nécessaires. 2, il faut revoir avec les maires le système de gestion du foncier à la base. Insister sur la nécessité de se doter des moyens de gestion. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Il faut qu'on passe au numérique dans la gestion du foncier dans les communes. Et pour cela, on a besoin d'avoir des cadres adéquats pour y arriver. Donc, les maires ont l'obligation de recruter dans leur commune les cadres compétents pour accompagner ces réformes-là. Troisièmement, il faut forcément créer le cadre nécessaire pour permettre aux populations d'avoir accès à l'information foncière fiable. Vous avez parlé du cadastre national tout à l'heure. Je vous ai démontré que je ne suis pas... Oui. Vous préférez le cadastre par commune. Le cadastre
lorsqu'il est fait, parce qu'il y a l'aspect mise à jour du cadastre que on occulte, mais qui a été le cadastre. C'est la mise à jour, sinon il devient obsolète le jour où il est créé ou l'instant où il est créé. Et donc, il faut créer le cadre qu'il faut pour une mise à jour automatique et régulière des données foncières à la base. Ce n'est que lorsqu'on a reçu ça qu'on peut penser au cadastre national et être sûr d'avoir un cadastre national qui tourne et qui ne donne pas des informations biaisées, parce que c'est des informations qui induisent le développement des prises de décision. Oui, tout à fait. Donc il faut faire attention. Alors, un aspect qu'on n'occulte pas très souvent, c'est que vous êtes expert géomètre agréé et on sait, ou plutôt beaucoup de personnes, indexent les géomètres d'être souvent à la base de ce qu'on va appeler, entre griffes, la mafia foncière. Est-ce que dans le domaine des géomètres aujourd'hui, c'est un secteur assaini? Oui, c'est le lieu de demander humblement au maire de revoir la copie quant à la contractualisation dans le domaine des travaux de lotissement. Vous savez, dès l'avènement de la décentralisation, des techniciens, parce que quand on parle de géomètre, j'ai déjà clarifié sur une émission à Canal 3, tout le monde n'est pas géomètre. Pas tous ceux que vous voyez tirer la chaîne ou lire dans l'appareil qui sont géomètres. Il faut d'abord être ingénieur géomètre avant de s'appeler géomètre. Et pour être géomètre expert, c'est encore un cursus. C'est des années d'expérience et après un certain nombre il y a beaucoup de personnes qui formalités que vous devenez expert géomètre. Et donc, l'expert géomètre, d'abord il est sous serment, il a des obligations. Il n'a qu'à s'adresser aux sachants, au géomètre expert, au lieu de prendre son frère du village qui est du même coin, parce que c'est ce qui a répandu le phénomène. Il est de Dassa, il court, il a juste le CAP, ou il n'en met pas, il a appris juste à tirer, il court là-bas, il dit, je suis géomètre, il faut que me donner les travaux là-bas. Et ça a commencé comme ça. Donc il faut que les maires humblement arrêtent avec ça. Arrêtent avec ça. Et ça va diminuer beaucoup. Parce que quand vous prenez les cas, je ne nie pas que des géomètres entre griffes, ça donne à ce genre de choses. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas des experts, des gens qui sont qui ont un certain nombre d'obligations. Et un géomètre entre griffes seul ne peut pas être la mafia. Il y a forcément une complicité. Forcément, oui. Et donc, moi je continue de dire, lorsque vous prenez 10 cas, à peine vous trouverez 2 ou 3 géomètres experts. Vous pouvez dans ces mafias à haute intensité. Non. Parce qu'il sait qu'il a des limites et des choses qu'il ne doit pas faire. Comlan Degla Martial Abobo, merci d'être passé sur ce plateau. Le temps est vite passé, vous l'aurez constaté. Je rappelle que vous êtes géomètre expert agréé et qu'avec vous, nous avons abordé l'état des lieux dans le domaine du foncier au Bénin et relevé les défis pour un système foncier performant. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Vous pourrez suivre cette émission en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.